Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de Damien parle de films. Damien c'est moi et les films aujourd'hui seront ceux de la pentalogie Destination Finale. Pentalogie, et oui comme un pentagone qui contient 5 côtés, une pentalogie donc contient donc 5 films Destination Finale réalisés entre 2000 et 2011. Si j'ai choisi de vous parler de cette saga aujourd'hui, c'est que j'ai pu remarquer à travers différents sujets sur internet que la saga est un peu décriée, dépréciée. Or c'est une saga que j'aime à regarder de temps en temps, au même titre que les Freddy ou les Chucky, qui sont pour ces trois sagas, donc des sagas horrifiques qui contiennent également beaucoup d'humour, ce qui est plutôt appréciable. Il est donc temps de réhabiliter aujourd'hui Destination Finale. Mais attention, ça va spoiler sévère, donc je vous conseille, si vous ne l'avez jamais vu, de regarder les 5 films avant et de revenir m'écouter ensuite. Pour commencer, un peu de contexte. La saga Destination Finale est une série de films d'horreur qui s'inscrit dans la veine des néo-slashers. Le néo-slasher, ou seconde vague de slasher, est un style de film d'horreur que l'on peut situer entre 1994 et 2005 environ. Le slasher ou film de tueur en série prend son essor avec Halloween de John Carpenter sorti en 1979, ayant connu jusqu'à la fin des années 80 un nombre incalculable de suites, inspiration ou autres nouvelles sagas d'horreur dans la même veine, comme Vendredi 13 ou Les Griffes de la Nuit, et toujours avec le même point de départ, un tueur fou souvent masqué s'en prend à un groupe d'adolescents et les assassine les uns après les autres. Dans les années 80, deux grands boogeyman vont venir donc s'ajouter au Michael Myers d'Halloween, Jason Voorhees pour 12 films de la saga Vendredi 13, et Freddy Krueger pour 7 films des Griffes de la Nuit, sans compter la bonne demi-centaine de productions du même type. Les slashers sont donc partout. À l'hôpital, dans les trains, à la Saint-Valentin, à ton anniversaire, les tueurs sont masqués ou grimés, en clown, en Père Noël, en policier, bref, la formule est usée jusqu'à la corde. Tellement reprise que les slashers de la fin des années 80 deviennent prévisibles et caricaturaux, à l'image de Vendredi 13 numéro 8, Jason à Manhattan par exemple, et facilement parodiables, comme Red is Dead et son tueur communiste qui assassine ses victimes à la faucille et au marteau, dans le film La Cité de la Peur des Nuls, sorti en 1994. Mais c'est en 1996 que le slasher va connaître une forme inédite sous la plume d'un jeune scénariste, Kevin Williamson, et son film Scream. La nouveauté, même si on conserve la formule initiale du tueur en série masqué qui s'en prend à un groupe d'adolescents, cette fois-ci, les victimes seront pleinement conscientes de leur rôle de potentielle victime et connaissent les règles du jeu exposées dans le film et concluent par le fait un contrat tacite avec les spectateurs. On insiste donc à une mise en abîme du genre qui se renouvelle en s'interrogeant et détournant ses propres codes. Et Scream est un tel succès, 15 millions de dollars de budget pour 103 millions de bénéfices, qu'il va engendrer 3 suites, bientôt une 4e, et une série de nouvelles vagues de slashers, dont Destination Finale fait partie. Et pourtant, initialement, Destination Finale n'est pas écrit pour être un néo-slasher, il raconte l'histoire d'un groupe d'adultes dans un avion dont l'un d'eux a une prémonition sur le crash des 7 avions. Ils échappent donc de peu à la mort, et celle-ci va alors tenter de les rattraper et de les tuer pour avoir son nombre de victimes. Ce pitch, c'est celui de Jeffrey Reidig et Glenn Morgan, qu'il destine tout d'abord à un épisode de la série X-Files, Morgan étant un des scénaristes attitrés de la série. Finalement, Reidig a l'opportunité de présenter son scénario à la société de production New Line Cinema, auquel vient s'ajouter le réalisateur James Wong, également réalisateur de plusieurs épisodes de la série X-Files, dont ce sera avec Destination Finale la première réalisation. Mais New Line décide cependant d'adapter le scénario au jeune public des slashers. Nous sommes en l'an 2000 et le script Vol 180 devient Destination Finale, Vol 180 sonnant un petit peu trop film de catastrophe aérienne. Et le groupe d'adultes du scénario original devient, cette fois-ci, un groupe de jeunes lycéens. On suit alors Alex Browning en partance pour Paris, qui a une vision de l'avion se cracher et se fait alors sortir de l'appareil ainsi que ses camarades Claire Carter, Todd Billy et Madame Newton. La mort va donc vouloir les rattraper et venir les chercher dans une suite de réactions en chaîne. Le concept de Destination Finale est donc assez inédit puisque le tueur c'est la mort elle-même qui exécute les lycéens selon la théorie de la machine de Ruben Goldberg, qui est une machine qui réalise une tâche simple d'une manière délibérément complexe. Ce n'est pas une vraie machine, c'est une théorie utilisée surtout dans les bandes dessinées ou dans les cartoons et donc crée une réaction en chaîne.
La mort intervient donc en créant un effet de battement d'ailes du papillon, et la menace peut alors venir de partout. Ça peut être le vent qui s'engouffre par la fenêtre, l'eau qui s'écoule le long de la baignoire, le gaz de la cuisinière, le bus qui arrive sans freiner et sans prévenir, bref, la mort est partout. Les scénaristes nous glissent même plusieurs indices en amont sur la façon dont nos victimes vont être exécutées. On assiste alors à un slasher d'un genre nouveau, l'ennemi est invisible, les scénaristes vont devoir faire preuve d'inventivité pour exécuter leurs victimes de la manière la plus inattendue et la plus créative, et ainsi nous surprendre. Alex, le héros du film, va devoir être capable de lire les signes autour de lui comme une enquête policière afin de pouvoir tricher avec la mort et en réchapper. Mais peut-on vraiment tricher avec la mort? Tout bon slasher nécessite également un maître du jeu, donc qui explique au personnage et par là même au spectateur, les règles du jeu, le plan de la mort et comment en réchapper. Dans ce cas précis, ce plan de la mort est expliqué par le personnage William Bloodworth, qui est l'employé des pompes funèbres et qui est interprété par Tony Todd, qui fut également l'illustre Candyman, puisqu'un bon néo-slasher se doit de faire référence à ses aînés. Glenn Morgan et James Wong tiennent également à rendre hommage aux maîtres de l'horreur des années 30 à 50 en plaçant des références dans le nom de leurs personnages. Ainsi, la plupart des acteurs principaux tirent leur nom de réalisateurs ou d'interprètes influents de l'ère classique en noir et blanc de l'horreur. Alex Browning, le héros, porte le nom du réalisateur Todd Browning, réalisateur de Freaks. Terry Chaney vient de Lon Chaney qui a joué le fantôme original dans Le Fantôme de l'Opéra. Todd Wagner rend hommage au réalisateur George Wagner, réalisateur du premier Wolfman, du premier Loup-garou. Et donc si on combine le nom des deux héros, eh bien on a Todd Browning, réalisateur donc de Freaks. Sean William Scott, lui, joue le personnage de Billy Hitchcock, et bien sûr c'est un clin d'œil à Alfred Hitchcock. Même les personnages secondaires obéissent à cette règle, on a donc le personnage de Valerie Newton pour Val Newton, Larry Murnau pour F.W. Murnau, Blake Dreyer pour Carl Theodor Dreyer, et l'agent Schreck pour Max Schreck, qui sont donc tous des vieilles légendes de l'horreur. Et pour aller encore plus loin avec le symbolisme derrière le nom des personnages, Todd Wagner est intentionnellement orthographié avec un seul D, puisque Todd se traduit par mort en allemand. Voilà pour les références. En ce qui concerne le casting, malgré l'envie du scénariste Glenn Morgan de caster de jeunes figures montantes du cinéma, il pense alors à Tobey Maguire et Kirsten Dunst, déjà castés donc dans le premier Spider-Man. Comme dans la plupart des sagas horrifiques, c'est du côté d'acteurs inconnus ou issus de la télévision qu'ils doivent se tourner pour composer leur casting. Et oui, si Miramax et son Scream pouvaient se payer des têtes connues, comme Drew Barrymore ou Courtney Cox, New Line mise donc surtout sur son concept, moins sur son casting. On reconnaîtra tout de même Sean William Scott, le Stifler d'American Pie. C'est assez étrange d'ailleurs, parce que le choix de Sean William Scott, il interprète Billy, et or Billy est un personnage gaffeur, mal dans sa peau, un ordre assez mal aimé. Or Sean William Scott, c'est plutôt le beau gosse, assez opposé au personnage de Billy. On reconnaît également, un peu moins connu aujourd'hui, mais à l'époque, l'acteur Kerr Smith, qui est donc à l'époque connu pour être Jack dans la série Dawson. Pour le reste, c'est donc une brochette d'acteurs inconnus, même si on a pu voir Devon Sawa dans une autre production horrifique, La main qui tue, l'année suivante, et dans le clip Stan d'Eminem, sorti en 2000. Malgré tout, le casting, c'est ce qui reste certainement un des points faibles du film. La faute à des personnages finalement assez lisses, avec tous des physiques relativement de Ken et Barbie. La profondeur, la nuance est clairement mise de côté. On joue surtout donc sur le concept du film et de sa mort qui peut frapper. C'est quand même un opus qui fonctionne plutôt bien, malgré les personnages traités en surface, et également la petite critique, c'est des règles sur l'intervention de la mort qui ne sont pas très claires, en tout cas dans ce premier opus. En effet, la mort doit intervenir de manière accidentelle, par le fruit du hasard. Or, si on prend par exemple la première exécution de Todd, elle s'incarne la mort dans une fuite des toilettes sur laquelle Todd va glisser, et revient ensuite tranquillement, cette flaque, se glisser sous les toilettes comme par magie. Donc, on peut en déduire dans ce premier opus que la mort peut être un peu magique, elle peut se déplacer dans les objets. Donc ça va à l'encontre du hasard et de l'accident. On va donc un peu plus éclaircir ce concept au fur et à mesure des épisodes pour gommer l'aspect magique. Également, un autre point du film, Robert Shea, le président de New Line, déjà responsable de la franchise Freddy, insiste pour limiter le gore sur ce premier volet, pour mettre en avant donc le suspense
et l'angoisse. Donc pour les amateurs de films gore, malgré 2-3 effets assez graphiques, ce premier volet est plutôt soft dans ses exécutions, et on s'attend bien sûr à une suite, puisque Robert Shaye demande à terminer le film de manière ouverte, sur un cliffhanger, avec une dernière réplique qui veut tout dire, qui sera le prochain, qui est donc dite par Kerr Smith, toute dernière réplique du film. Donc malgré des critiques mitigées, le film est un succès, avec un budget de 23 millions de dollars, il remporte 112 millions de dollars dans le monde, dont près de 60 millions donc sur le seul territoire américain, et aux Saturn Awards, qui sont les Oscars du film d'horreur, le film remporte le Saturn Award du meilleur film d'horreur, et Devon Sawa le Saturn Award du meilleur acteur, et bien qui sera le prochain? Bien sûr, Destination Finale 2, qui sort en 2003. Au scénario, cette fois-ci, de ce deuxième opus, Eric Bress et Jonathan Gruber, inconnus à l'époque, et qui seront l'année suivante auteurs et réalisateurs de l'excellent Effet Papillon avec Ashton Kutcher. On retrouve dans ce film des thématiques communes, comme la manipulation des événements pour contrôler son destin, par exemple, voilà, si on devait faire une passerelle. Et à la réalisation de ce deuxième opus, on découvre David Richard Ellis, déjà réalisateur de L'Incroyable Voyage 2, voilà, puisque le mec, il réalise que des suites, mais c'est surtout le réalisateur seconde équipe d'Harry Potter et de Matrix, et surtout connu pour avoir été cascadeur et responsable cascade sur un paquet de productions 80s, comme par exemple L'Arme Fatale. On est donc, au vu de l'expérience de David Richard Ellis, sur un opus résolument plus visuel et graphique, dont le mot d'ordre, on les entend par le scénariste et réalisateur dans le commentaire audio du Destination Finale 2, ils ont décidé d'être plus forts, plus violents et plus gore. On a un pitch identique, cette fois-ci c'est Kimberly, jeune étudiante de 20 ans qui s'apprête à partir en week-end, et elle s'engage sur l'autoroute, elle est prise d'une vision, un camion chargé de troncs d'arbres. Cette fois-ci va provoquer un immense carambolage. Kimberly donc panique et ne s'engage pas sur la route, elle empêche ainsi 8 autres personnages d'en faire autant. L'accident a quand même lieu, la mort a donc 9 morts de retard, et va vouloir donc se rattraper et poursuivre nos 9 malheureuses victimes. Dans la dynamique des personnages, petite différence, il y a des adolescents et des adultes, et surtout, contrairement aux précédents, ils ne se connaissent pas. Kimberly, qui comprend qu'elle doit interpréter les signes que lui envoie la mort, va donc tenter de les sauver. Et contrairement à la consigne de Robert Shaye de limiter l'horreur, cette fois-ci les scénaristes vont s'en donner à cœur joie sur le côté graphique. Ils ont compris que c'est moins l'aspect ésotérique mais horrifique, donc qui plaise aux spectateurs. Donc ça empale, ça coupe en morceaux, ça décapite, ça écrase, à tout va. Dans ce deuxième opus, et pour nous surprendre, les interventions de la mort, elles durent, elles s'étirent, elles nous emmènent sur des fausses pistes pour finalement frapper au moment où on s'y attend le moins. Les scénaristes l'avouent eux-mêmes dans le commentaire audio, ils cherchaient à choquer et à renouveler le genre. Ainsi, Tim, un des personnages donc, devait initialement avoir 8 ans. Finalement, ils ont changé d'avis, il devait avoir 13 ans. 13 ans, toujours trop jeune, il a fini par en avoir 16. Mais pourtant, on ne change pas sa personnalité. Ça explique certainement que ce personnage se comporte toujours comme un enfant de 8 ans. Il est toujours collé à sa mère, il est effrayé, timide à l'idée d'aller chez le dentiste, qui au passage lui parle également comme un enfant de 8 ans, et au niveau de sa mort justement, eh bien Tim sort de chez le dentiste et court après des pigeons, et se fait écraser par des plaques suspendues à une grue. Il court après des pigeons, à 16 ans. Non mais qui court après des pigeons à 16 ans? Eh bien apparemment un personnage d'enfant qui est changé au dernier moment dans le script par un ado bien attardé de 16 ans. Mais contrairement au premier opus, la noirceur est effacée au profit d'une violence plus graphique et excessive qui lui confère alors une certaine légèreté. Destination Finale ne se prend plus au sérieux, ici on est clairement au spectacle, et pour autant les scénaristes s'efforcent de relier le 2 au premier opus avec le retour de Claire par exemple pour obtenir donc une histoire plus cohérente. Niveau casting, que des inconnus au bataillon, les personnages ne sont toujours pas le point fort du film, et sont décrits donc assez grossièrement. On a l'héroïne, on a le flic, on a le motard, la mère poule et son fils. Le plus de ce deuxième opus, en fait, c'est son humour, qui emprunte plus volontiers à Sam Raimi ou Peter Jackson, pour nous proposer un spectacle plus drôle que le premier volet, avec un final qui nous donnera d'ailleurs plutôt un dernier éclat de rire plutôt qu'un sursaut. Une réussite financière également pour ce deuxième volet, avec un budget de 26 millions de dollars, il remporte
90 millions de dollars à l'international. C'est à mon humble avis donc le volet le plus réussi par ses excès et ses effets, mais également celui qui a le moins rapporté au box-office. Néanmoins, Robert Shaye flaire la bonne affaire et rappelle Glenn Morgan et James Wong en 2006 pour ce qu'il a décidé clairement être une franchise. Et donc ce troisième volet fait fi du deuxième opus pour nous proposer un opus plus sombre à l'image du premier. Donc pour ce troisième volet en 2006, on a pour le pitch un groupe d'étudiants, un groupe de personnages qui se connaissent, on retrouve le même schéma que pour le premier opus, et qui se rendent donc à une fête foraine. L'héroïne Wendy a, devinez quoi, et oui, une prémonition dans le Grand 8 qui va s'effondrer. Elle sort du Grand 8, ainsi que certains de ses amis. Le Grand 8 s'effondre, et la mort va donc essayer de les rattraper comme d'habitude. On n'a donc absolument rien de nouveau sur le concept, et de leur propre aveu dans le commentaire audio, les scénaristes et réalisateurs ne vont absolument rien faire pour changer la recette, puisque c'est un film de commande, ce troisième opus. On a donc, au niveau de la recette, toujours des morts inventives, un peu de gore, et pour changer, on a même un petit peu de plan-nichon, mais on ne fait qu'appliquer une recette. Et pire, le personnage qui apportait l'intrigue, la noirceur, l'employé des pompes funèbres qu'on retrouvait dans le deuxième opus, eh bien, il est tout simplement rayé du script dans ce troisième volet. Ici, en fait, on se contente de montrer un article de journal au petit ami super lisse de Wendy, qui dit « Ouh là là, il y a déjà des gens qui ont eu des prémonitions avant, il faut lire les signes pour échapper à la mort. » Et voilà, c'est tout, le scénario est lancé. Wendy va donc observer les photos qu'elle a prises lors de la fête foraine, c'est peut-être la seule bonne idée du film, c'est donc la fameuse lecture du signe, et tenter d'anticiper donc le plan de la mort. Sauf que pour Wendy, c'était tout de même un gros epic fail, qui allait malheureusement assez nul en interprétation de signes, et à chaque fois, elle va arriver trop tard. Elle doit déjà convaincre des potentielles victimes qui ne croient absolument pas au plan de la mort, qui vont se faire tuer, donc à chaque fois qu'elle arrive vers une victime, elle lui dit « Ah, attention, tu vas te faire tuer », et elle se fait tuer. Ce qui revient un peu au ça va couper chéri de la Cité de la Peur, donc ça tourne assez rapidement en rond, voire parfois au ridicule. Donc on n'a pas vraiment de tentative de tricher avec la mort ici, et ça se comprend par l'attitude assez blasée des scénaristes et des réalisateurs, qui l'avouent eux-mêmes dans le commentaire audio, c'était un enfer apparemment d'écrire ce film et de le tourner, ça s'en ressent au niveau de l'intrigue. Le seul point positif finalement, c'est l'interprétation de Mary-Elizabeth Winstead, qui joue Wendy et qui est la seule à y croire à peu près. Dans toutes les franchises d'horreur, on a toujours un acteur ou une actrice qui parvient à s'échapper du genre et à faire carrière derrière. Pour Halloween, c'était Jamie Lee Curtis, pour Vendredi 13, Kevin Bacon, pour Freddy, c'était Johnny Depp et Patricia Arquette, donc pour Destination Finale, c'est Mary-Elizabeth Winstead, qu'on retrouvera plus tard dans Scott Pilgrim, dans Die Hard 4, ou plus récemment dans Harley Quinn. Bon, malgré cet aspect formaté, Destination Finale a trouvé sa voie, et pour un budget de 34 millions de dollars, on en remporte 118 millions au box-office. La franchise est donc clairement lancée, Robert Shaye ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On rappelle donc cette fois-ci l'équipe du 2, le scénariste Eric Bress et le réalisateur David Richard Ellis, pour un quatrième opus qui sort en 2009 et qui est plus décomplexé que jamais. Niveau casting, donc on s'en fiche, c'est Jean-Michel et Jacqueline, j'ai fait que de la télé après. Toujours pas de Tony Todd pour apporter un soupçon d'intrigue ou de cohérence, non, cette fois-ci, on ne fait que, empiler les unes après les autres les machines de Goldberg et les exécutions les plus nawaesques possibles. Donc le pitch, c'est la même chose, Nick se rend avec son meilleur pote, qui est un gros blaireau au passage, et leurs copines qui sont des poufs random, à une course automobile, et il a une prémonition, il va y avoir un accident de voiture qui va tuer tous les spectateurs, il s'échappe donc du stade après sa prémonition avec certains de ses amis, certains des spectateurs, l'accident a lieu, la mort va les poursuivre, etc., etc. Donc l'intérêt de ce quatrième opus, ici, c'est dans sa machine de Goldberg, c'est un petit peu dans la créativité des scénaristes, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous cuisiner aujourd'hui et nous trouver comme mort créative, et pour nous proposer ici un spectacle gore, rigolo et surprenant. C'est regardable, c'est même assez jouissif, mais un peu comme une partie de Mortal Kombat. Graphiquement c'est nul, moyen niveau jouabilité, mais on continue pour les fatalities. Donc Destination Finale 4, c'est pareil. Personne n'explique le plan de la mort à Nick, il a juste des prémonitions. À ce niveau de prémonition, c'est un super pouvoir. Le gars, c'est Madame Soleil. On assiste à chaque fois
à une scène sur deux qui est en fait une prémonition et qui ne se passe que dans la tête de Nick. Et ça, le coup des choses qui ne se passent que dans la tête des personnages, c'est interdit parce que c'est un gros cliché. Le coup de en fait c'était qu'un rêve. Parce que pour que j'y croie, moi spectateur au minimum, il faut que ça arrive pour de vrai dans le film. Il faut que ce soit réel. Si tu viens me dire après chaque scène, ah ben en fait c'était pour de faux, j'y crois plus moi. Je ne crois plus au film et je sors du film. Et ben là c'est pareil. Destination Finale 4, une fois sur deux, c'est dans sa tête. Donc, en fait, l'histoire n'avance pas. Sur les exécutions, contrairement au précédent opus, on flirte rapidement dans le n'importe quoi, parce qu'en vouloir en faire trop, c'est assez risible. Déjà, la prémonition initiale, l'accident de course automobile, est déjà physiquement impossible, ce qui n'était pas le cas dans les précédents opus. Le comble du ridicule, par exemple, est atteint lors de la mort de Hunt, qui est aspiré par le trou d'une piscine, mais le trou d'aspiration d'une piscine, gros comme une pièce de 2 euros, il est aspiré, et du coup, il est plus ou moins réduit en morceaux, et donc ses organes sont déversés, projetés sur le sol. On est dans le cartoon, dans le gros nawak, on fait fi de toute cohérence, on est volontairement dans l'excès et dans le gore. Mais comme les personnages sont tous plus antipathiques ou stupides les uns que les autres, c'est quand même avec un certain plaisir qu'on assiste à ce jeu de massacre qui atteint une limite quasi parodique. C'est tout de même un peu le comble pour un métrage qui se présentait à l'époque comme le dernier de la saga avec comme titre original The Final Destination. Et pourtant, il ne propose absolument rien de nouveau. Ça fonctionne au box-office, pour un budget de 43 millions de dollars, le film récolte 186 millions de dollars. C'est pas mal pour un dernier opus. Bah oui, avec l'argent qu'il rapporte, ce serait dommage de s'arrêter en si mange-main parce qu'en fait, ça n'était pas le dernier opus. Quand le 5e et dernier cette fois sort en 2011, on est donc en droit, au vu des 2 derniers, de ne plus rien attendre de la saga. Personnellement, en ce qui me concerne, je m'y étais rendu en mode « Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous proposer aujourd'hui ?» Je prends mon shoot d'adrénaline, mes exécutions machine de Goldberg, et je rentre me coucher. Quelle ne fut donc pas ma surprise. Côté scénario du 109, avec Eric Ezerer qui écrira ensuite The Arrival en 2016, ou Bird Box en 2018 pour Netflix, et côté réalisation, Stephen Quell, qui n'a pas réalisé grand chose de bien mémorable, mais qui a été donc réalisateur deuxième équipe pour James Cameron, sur Avatar et Abyss notamment. Et donc ce 5e opus est bien surprenant et différent à bien des égards. Le point de départ est tout de même identique, un groupe d'étudiants menés par Sam partent en bus, mais Sam a une prémonition concernant le pont qu'ils doivent traverser qui s'écroule et les tue tous de la manière la plus trash et violente qui soit, et comme j'ai vu le film en 3D, c'était encore plus jouissif. Heureusement, comme d'habitude, prémonition, tout ça, le bus ne traverse pas le pont, la mort va donc les poursuivre pour se rattraper à coups de machine de Goldberg, tout ça, ça c'est la même chose. Niveau casting, même chose, pas d'acteurs bien connus à l'horizon, mais un peu plus de diversité, ou en tout cas de normalité dans les personnages, puisque quand même de 1 à 4, c'était quand même Ken et Barbie au niveau des personnages physiquement. Là, on a des personnages qui sont un peu plus normaux, on a un petit gros, ils ont pas tous des physiques de Ken et Barbie, on accepte déjà un peu plus que ces personnages puissent exister dans la vraie vie. Et ça, déjà, c'est un plus. Et surtout, on retrouve le retour de l'employé des pompes funèbres interprété par Tony Todd, qui vient nous expliquer le plan de la mort. Donc on reprend le concept initial à bras-le-corps pour mieux le réinventer. Et dans la première partie du film, je l'ai dit, c'est assez classique, machine de Goldberg, tout ça, exécution gore, et une tentative donc pour contourner le plan de la mort. On n'a donc pas de signe ou de prémonition excessive ici, mais un retournement de situation bienvenue, puisque pour tricher justement la mort, Peter, qui est l'un des personnages, est bien dévasté par la mort de sa petite amie en tout début de film. Il décide de se retourner contre les autres personnages et de les tuer lui-même. Il devient donc un criminel et il va devenir donc une nouvelle menace en plus de la mort pour nos personnages. Donc au simple canevas scénaristique de Destination Finale, on ajoute ici un tueur physique dans la balance. On crée une double menace et le film revêt alors une nouvelle tension inattendue. Mais surtout, la dernière surprise de film, c'est le twist final qu'on n'avait donc pas vu dans les précédents, qui se contentait d'un dernier jumpscare. Notre couple de survivants, à la toute fin du film, donc gros spoiler, attention, prend l'avion pour Paris et, plus précisément, prend le vol 180 du premier volet. Et on recroise ici les personnages du tout premier volet et on comprend que ce film, ce 5e volet, était en fait un préquel. La saga s'embrique donc
parfaitement en un tout cohérent, et donc c'est vraiment la force de ce dernier opus, c'est de nous surprendre en tordant légèrement ses propres règles et en amenant assez de nouveautés et de suspense pour terminer la saga donc sur des bases plus sérieuses et plus sombres, et ainsi peut-être gommer les excès qu'avaient exploité les 3e et 4e opus. Le seul bémol, alors c'est même pas un bémol, c'est quelque chose que je souligne, qui concerne l'acteur Miles Fisher. Miles Fisher, c'est le sosie de Tom Cruise. Pas sa faute, hein, il a pas comme métier sosie de Tom Cruise, il se trouve qu'il est acteur et qu'il ressemble à s'y méprendre à Tom Cruise. Et ça m'a un peu sorti du film, j'ai passé mon temps à me demander ce que Tom Cruise faisait dans ce film. Donc voilà, il pourrait par exemple cet acteur se couper les cheveux, se faire pousser la moustache, essayer de moins ressembler à Tom Cruise, parce que là c'était un peu perturbant. Bon, je suis pas le seul à le voir qui ressemble à Tom Cruise, puisqu'il a joué Tom Cruise dans un film qui s'appelait Super Hero Movie, qui était une parodie de super héros, et il a également participé, donc Miles Fisher, à une campagne de vidéo deepfake, supposée donc mettre en scène Tom Cruise. Cette campagne de vidéo a eu lieu en 2020, donc l'année dernière. Donc succès encore pour ce dernier volet, Destination Finale 5, avec un budget de 40 millions de $. Le film en remporte 158 millions. Donc, serait dommage de s'arrêter ici. Il y a eu donc plusieurs projets pour suivre la saga Destination Finale, qui ont été en projet et qui n'ont jamais vu le jour derrière. Tony Todd, notamment, avait parlé de films centrés sur le personnage de l'employé des pompes funèbres. Pour en savoir un petit peu plus, finalement, cet employé des pompes funèbres, il pose plusieurs interrogations dans la saga. Donc, est-ce que c'est lui, la mort personnifiée, ou est-ce qu'il est juste un messager de la mort, ou un disciple ? C'est vrai que un film, pour éclaircir ces points, ça aurait pu être, pourquoi pas, exploitable. Et puis, plus rien sur ce projet à partir de 2013 ou 2014. C'est uniquement en 2019 que New Line donc officialise un nouvel opus, qui prend du retard à cause du Covid, et donc en 2021, Jeffrey Reidick, le créateur donc de la franchise, donne des nouvelles de cette nouvelle suite, reboot, on sait pas bien. Interrogé par le site Bloody Disgusting, il annonce que cette nouvelle suite donc a pris du retard, mais qu'elle ne sera pas un reboot, qu'elle sera située dans le monde des paramédics, donc ambulanciers, policiers, etc., et que la mort pourrait trouver de nouveaux moyens d'intervenir. Depuis, on n'en sait pas plus, pas de date de tournage, pas de casting, à suivre donc. Je vous invite avec Halloween qui arrive bientôt donc à redonner donc une nouvelle chance à cette saga Destination Finale. C'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle chronique de Damien parle de film.